entamer maintenant la table ronde. Vous aurez le temps après de retourner dans l'espace innovation. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Lynn Cohen-Solal pour introduire cette table ronde. Merci beaucoup, madame, et bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Évidemment, c'est pour moi à la fois un honneur et un plaisir de prendre ce soir la parole devant vous pour ouvrir ces rencontres et cette table ronde CARA avant que les chercheurs, bon, peut-être certains d'entre vous, les chercheurs nous présentent le détail de leurs travaux. Alors, ici, moi, je ne suis absolument pas chercheur, admiratrice de la recherche. Je suis plutôt là comme observatrice de la mode et des métiers d'art et aussi comme une très très grande intéressée par l'innovation qui naturellement pour moi est fondement de tous les travaux que j'ai faits depuis pas mal d'années. Si vous le permettez, en quelques minutes, là, je vais mettre l'accent sur 3 points qui me sont extrêmement importants et qui font partie des recherches que j'ai pu comprendre et voir dans les documents qui m'ont été transmis. Le premier point, c'est la place et la valorisation des métiers d'art dans la filière mode et luxe. Le deuxième point, c'est le nécessaire développement de la recherche et de l'innovation dans cette filière. Et puis, pour conclure, naturellement, l'intérêt de constituer dans notre pays et plus largement en Europe un écosystème ouvert de recherche et de formation dans cette filière mode et luxe. Alors cette filière mode et luxe, je travaille dans ce secteur depuis maintenant presque 20 ans, puisque à la mairie de Paris, auprès de Bertrand Lanoye, j'ai pendant 13 ans été adjointe sur ce secteur. Et à Paris, évidemment, on emploie beaucoup de ce secteur mode et luxe. Et puis depuis 3 ans, je suis présidente de l'Institut national des métiers d'art. Alors, dire que les résultats du travail effectué par votre équipe sur la préservation des savoir-faire m'a intéressé est une évidence, puisque donc j'ai l'honneur de présider l'Institut national des métiers d'art, que cet institut qui est chargé par le gouvernement de valoriser et de stimuler les 280 métiers d'art dénombrés en France, se trouve actuellement dans une réflexion profonde sur sa structure, ses missions, sa gouvernance et ses liens avec les milieux professionnels et les entreprises du secteur, et celles qui sont plus largement en rapport avec ces métiers. Donc la vision que cette équipe nous donne des métiers d'art est tout à fait intéressante parce que les problématiques qu'elle pose, évidemment, sont des problématiques que nous connaissons, mais la façon dont elle envisage ces problématiques est très différente, évidemment, de celle que nous empruntons de manière un peu habituelle. Vous le savez évidemment tous ici, les grandes entreprises du luxe et de la mode, et les moins grandes d'ailleurs, sont presque toutes issues des pratiques des métiers d'art. Elles ont su les développer, elles sont aujourd'hui très liées au développement de savoir-faire. Et si notre pays a le privilège de connaître une très grosse multinationale du luxe à côté de centaines d'entreprises développant notre patrimoine vivant, c'est que ces savoir-faire historiques ont su en France résister au temps par l'innovation permanente, la formation et la transmission. Donc votre étude avec une double approche socio-économique, technologique et aussi un peu plus compliquée aussi pour d'autres choses, je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris je crois l'essentiel, met en lumière des démarches variées, des itinéraires quelquefois inattendus, dans une logique de sauvegarde de ces savoir-faire. Et c'est pour ça que je pense qu'elle est non seulement intéressante, mais en plus productive pour nous. Si je peux me permettre juste une petite suggestion, j'aurais opté pour un titre un peu plus dynamique que la préservation des savoir-faire, tant cet écosystème vit, et dans certaines disciplines vit très vite. Et j'aurais préféré un titre comme stimuler les savoir-faire, par exemple, parce que je pense que les savoir-faire, s'ils sont parmi nous, c'est qu'ils ont su se préserver, s'ils ont su innover, et qu'ils sont toujours vivants. Et ces savoir-faire ne sont pas des éléments poussiéreux de notre patrimoine commun, au contraire, bien au contraire, ce sont des métiers où l'on rencontre des gens passionnés, en perpétuelle évolution, qui ont su innover puisqu'ils n'ont pas disparu, et ils ont su se réinventer grâce à des créateurs, à des designers, à des professionnels, toujours curieux et soucieux du futur. Deuxième point que je voulais aborder devant vous rapidement, c'est pour confirmer devant vous combien la recherche et l'innovation sont nécessaires à la filière mode et luxe, et particulièrement à la mode. Cette affirmation découle d'abord de ce que je viens de dire pour les savoir-faire, bien sûr, mais je pense que nous pouvons aller un peu plus loin sur la mode.
Recherche et formation sont consubstantielles à l'univers de la mode et du luxe, sous peine de les voir disparaître, en tout cas de voir disparaître l'essentiel de leurs attraits. Dire que la mode innove, c'est sans doute enfoncer une porte ouverte, mais que ferait la mode d'ailleurs si elle n'innovait pas? Jean Cocteau se permettait de nous demander un peu d'indulgence pour la mode qui meurt si jeune. Elle innove tout le temps. Mais il y a recherche et recherche dans cet univers, comme il y a mode, il y a plusieurs modes. Il y a des modes différentes et des univers différents de la mode. Les recherches sur la forme ne sont pas les recherches sur le fond, ni les recherches sur les processus, ni les recherches sur les matières, c'est les recherches sur les clientèles et la façon de vendre. Et la mode aujourd'hui, elle peut avancer par l'innovation dans les formes, dans les couleurs, dans les assemblages. Certains diraient qu'on a déjà vu beaucoup de choses dans tous ces domaines. Mais on constate quand même que les stylistes, les designers, les couturiers ne font pas souvent partie des équipes de recherche en mode. Ils sont ailleurs, ils sont dans leur studio. Eux, ils héritent souvent des découvertes que l'on fait pour les matériaux dans les laboratoires. Je souhaiterais distinguer entre les créateurs de mode ceux les plus nombreux, les plus très doués, très sensibles, bourrés de talent et d'idées, qui sont à la recherche des plus belles présentations de notre époque, qui vit beaucoup d'images, d'immédiateté. Ils travaillent durement à produire 4 voire 6 collections par an, souvent dans la haute couture. Dans le prêt-à-porter, c'est souvent encore plus. Dans la fast fashion, ça va encore beaucoup plus vite, puisqu'il y a quelquefois une collection toutes les 3 semaines. Je pense à des boîtes comme Zara ou Uniqlo qui renouvellent énormément leur offre. Et cet renouvellement de l'offre est évident, mais la recherche, elle s'intéresse à ce moment-là que souvent à la forme, aux émotions, à la façon de créer aussi et de familiariser sa clientèle et de la garder. Il existe d'autres créateurs qui prennent souvent davantage de temps, qui s'efforcent de travailler dans le sens, pour réfléchir sur le sens qu'on doit donner à la mode, aux vêtements, sur l'adéquation entre le vêtement et notre époque, et puis aussi sur la façon de répondre aux besoins des contemporains pour justement faire changer cette mode et l'adapter. Pour résumer, je dirais qu'ils sont délibérément moins sur une mode d'image que sur une mode plus fondamentale. Et donc, ils essayent de mettre au point cette mode pour lui permettre d'apporter donc des solutions à nos contemporains. Et souvent, eux considèrent qu'ils font d'une mode plus intemporelle, mais souvent, ils sont effectivement basés plus sur la matière. Ces créateurs, je vous parle juste pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, ils rangeaient des personnalités aussi prestigieuses que Mademoiselle Chanel, par exemple, qui, après la guerre de 14, a adopté la souplesse du jersey, qui servait à l'époque à tenir chaud à nos soldats dans les tranchées du 14-18, et qui a adopté cette matière, donc tricotée, pour en faire des robes extrêmement souples et qui n'avaient pas besoin de trop de gaines et qui permettaient aux femmes de se sentir beaucoup plus libres. Et elle a vendu des millions de robes faites avec ce jersey un peu issu finalement des tranchées de 14, qui est quand même quelque chose d'assez historiquement troublant. Ensuite, Madame Vionnet, elle a fait autre chose. Elle a pris le tissu en biais pour effectivement donner aussi de la souplesse. Un autre créateur, inventeur, qui me semble tout à fait important de citer, c'est Issey Miyake, qui n'est pas français naturellement, il est japonais, et on le connaît pas très bien en France. Il n'a cessé d'explorer la relation entre l'étoffe, le corps et l'espace qui en découle, à partir naturellement du système du kimono japonais qui est la base même de sa réflexion. Et donc il investit actuellement encore en permanence dans la recherche-développement afin de créer des vêtements qui allient innovation, confort et naturellement allure. Pour lui, l'utilisation de matériaux bizarres comme le washi, le papier japonais, le crin de cheval, le raffia n'est absolument pas interdit, tout est possible pour lui. Ce qui l'intéresse, c'est faire des tissés, des robes, des tenues qui donnent du volume, du mouvement, sans oublier le sens pratique, c'est-à-dire aussi la facilité d'être lavé, transporté, ça ne se froisse pas, il y a laver dans son lavabo, je dis ça pour les femmes parce que c'est quand même extrêmement utile de savoir que ces robes très belles sont des robes très faciles à gérer. Et cela, c'est effectivement une recherche sur le matériau qui a permis à Issey Miyake d'arriver à des textiles, à des matériaux aussi performants, si j'ose dire, aussi bien dans les formes que dans l'utilisation. Plus près de nous, il y a aussi des créateurs français, comme moi je veux citer Marc Audibet, qui a mis au point le stretch et le double stretch, on ne sait pas toujours bien en France, dans les débuts des années 80 avec Dupont de Nemours, et qui a donné souplesse et confort aux vêtements
de ville, comme il y avait pour les vêtements de sport. Il a pu mélanger dans la chaîne de trame des fibres de lycra à des fibres beaucoup plus classiques de soie, de lin, de laine. Et donc, ce jersey qu'il obtenait dans les fils, finalement, avec ses fils élastiques, a donné des vêtements qui n'ont pas besoin de couture, ni de zip. Il a donc proposé des robes qui s'enfilent comme des t-shirts, avec évidemment tout un style et une esthétique derrière, qui est une esthétique assez minimaliste, mais qui permet aussi au corps de s'adapter, de bouger, un peu comme dans des vêtements de sport. Et donc, sa force d'observation et son exigence, sa force créative, évidemment, ont permis un développement majeur de la mode, puisque tous les jours, il faudrait peut-être le remercier d'avoir fait des robes ou des tenues un peu élastiques. Et évidemment, cette révolution a changé aussi notre façon de porter des vêtements et cette façon aussi de nous habiller. Et donc, cette passion, enfin sa passion, comme il s'est marqué, sa passion de la recherche, tente de se poursuivre aujourd'hui. Et je crois qu'il est en vision d'autres formes de textiles qui s'appliqueraient aussi à la mode, comme à la santé, et l'extensible pour aller au-delà de l'extensible, si j'ose dire. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais juste dire que ces créateurs, chercheurs, visionnaires, n'ont pas toujours, je crois, la place qu'ils mériteraient dans les équipes de recherche, parce qu'ils ne font pas partie obligatoirement des populations que l'on considère intéressantes à mettre dans ces équipes de recherche. Et je le regrette un peu parce que, après tout, ils sont les principaux, comment dire, enfin, c'est eux qui auront à gérer finalement la façon dont on dessine et on fabrique des vêtements pour le corps, on les regarde bouger. Et je pense que leur vision pourrait être tout à fait intéressante. Et donc, je me permets juste de plaider un peu pour leur faire une place dans les équipes de recherche. Voilà pourquoi, juste pour conclure mon propos introductif, j'insiste encore sur l'intérêt de constituer un véritable écosystème de recherche et de formation dans cette filière Benelux en France. Chercher, bien sûr, toujours un risque. Financer la recherche constitue un risque encore plus grand, mais un investissement pour le futur. Notre époque a su multiplier les garanties, les protections, etc. Mais je pense qu'elle doit savoir aussi prendre le courage de se projeter dans demain et de rassembler dans les équipes de recherche, comme vous le faites ici, et donc je pense encore plus largement, tous ceux qui peuvent apporter dans cette filière dont nous avons vraiment besoin, qui valorise notre pays, tout ce que la recherche peut apporter. La recherche, c'est aussi une façon de répondre aux défis de notre époque. Le défi, c'est naturellement l'écologie, la santé, mais c'est aussi la grande pauvreté et les grands mouvements migratoires. Pour répondre à tous ces défis-là, je pense que la recherche, même si elle s'appelle Benelux, peut beaucoup aider à répondre à ces problèmes. Merci beaucoup et bon travail. Bonsoir à tous. Je vais vous parler un petit peu de Mine-Paris-Tech, aujourd'hui. Alors, Auguste, en tout cas, elle est vieille dame, puisqu'elle a été créée en 1783 à l'école des mines, à l'époque pour s'occuper de l'exploitation des mines, à une époque où les mines étaient une industrie de très haute technologie, ce qui est une dimension qui nous échappe un petit peu aujourd'hui, à la fois sur le plan technique, mais aussi sur d'autres plans, comme les problèmes liés à la sécurité du personnel, les problèmes liés à la planification économique, sont des infrastructures qui sont très exigeantes à cet égard, voire des enjeux presque géopolitiques, d'accès à des ressources rares, des ressources stratégiques, à l'énergie. Et c'est tout naturellement que les compétences de l'école ont évolué avec l'ambiance économique. Aujourd'hui, les mines, même si les ressources restent une chose très importante, jouent un rôle moins important que par le passé dans l'industrie nationale. Et donc l'école a évolué, a adapté ses enseignements et sa recherche pour tenir compte de cette évolution. Et aujourd'hui, sont recherchés et enseignés à l'école l'ensemble des disciplines qui sont utiles aux ingénieurs, y compris les sciences économiques et sociales, puisque c'est une des caractéristiques de notre école d'associer étroitement les aspects techniques aux aspects économiques et sociaux. Une des caractéristiques de l'école, c'est qu'elle est placée sous la tutelle du ministère de l'économie, le ministère chargé d'industrie pour être précis, et donc à ce titre, en dehors de ses missions classiques pour une école d'ingénieurs d'enseignement supérieur et de recherche, elle a une mission de soutien à la compétitivité des entreprises.
Et donc cette mission, cette particulière, a conduit l'école à développer une recherche qu'on appelle ici une recherche orientée et qui tente d'apporter des solutions aux difficultés rencontrées dans le cadre de la pratique industrielle, en utilisant les compétences scientifiques les plus pointues, et quand celles-ci ne suffisent pas, en développant les recherches fondamentales qui permettent d'acquérir de nouvelles connaissances et donc d'apporter ces réponses concrètes à ces problèmes industriels. Alors, c'est une mission qu'on a de longue date, et le contexte, on va dire, institutionnel des années 60 se prêtait mal à cet exercice, notamment à ces échanges entre le secteur public et l'industrie. Et donc c'est pour ça qu'a été créée en 1967, il y a un petit peu plus de 50 ans maintenant, l'association Armin, qui est depuis notre partenaire, un partenariat renouvelé, et qui nous aide à mettre en œuvre cette politique de recherche orientée aujourd'hui plus que jamais. Alors cette forme de recherche, il faut voir que c'est pour ça qu'on a choisi le mot orienté, pour sortir de cette espèce de dialectique entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Notre recherche n'est ni l'une ni l'autre, bien au contraire, oserais-je dire. Et elle conduit à une démarche originale où sans cesse la démarche scientifique qui est propre à la recherche est confrontée à la pratique industrielle pour faire naître des solutions originales. Elle fonctionne sur la base de cofinancement entre les industriels et l'école, et nos centres fonctionnent donc sur la base de ces cofinancements par la mise en commun de moyens entre l'UNEP et les écoles partenaires. Alors, si vous regardez un petit peu les rankings, comme on dit aujourd'hui, les classements, plus modestement, effectivement, l'école est souvent distinguée au titre de l'intensité de cette relation partenariale avec les entreprises. Et c'est aussi à ce titre que l'école est membre de l'Institut Carnot-Mines. Alors on voit le petit logo en bas à gauche des Instituts Carnot. L'Institut Carnot-Mines, alors dans lequel nous sommes bien entendu avec notre partenaire historique Armin, mais aussi avec les écoles qui sont aujourd'hui intégrées au sein de l'Institut Télécom, et puis des laboratoires de l'ENSTA et de l'école polytechnique. Alors ce label Carnot est un label d'excellence qui est délivré par l'ANR, et les critères d'excellence sont un petit peu différents de ceux qu'on rencontre d'habitude, puisque là c'est la qualité et l'intensité de la relation avec les partenaires économiques qui est distinguée. Donc ce label a été accordé dès 2006 à l'Institut Carnot-Mines et donc à l'école, et il vise à effectivement favoriser ce transfert de connaissances et de compétences vers les entreprises dans un cadre où on maintient un très haut niveau de recherche et une forte professionnalisation, plutôt un fort professionnalisme de la relation contractuelle entre les partenaires chercheurs et les partenaires industriels. Donc ces 38 instituts Carnot, puisque nous sommes un parmi 38, jouent un rôle considérable dans l'écosystème français, puisqu'ils représentent environ 18% des personnels de la recherche publique, ce qui est beaucoup, mais près de 50% de la R&D financée par ces entreprises. Donc aujourd'hui, il est difficile de faire de la recherche partenariale sans avoir affaire à un ou l'autre Carnot. Il dépose aussi plus de 1000 brevets par an, ce qui en fait collectivement le deuxième déposant français. Si je fais le lien encore plus spécifiquement avec la filière CARA, aujourd'hui, les instituts Carnot sont porteurs de projets de filière industrielle. Donc il y en a 8 aujourd'hui qui sont labellisés, et Mines Paris-Tech, au titre de l'Institut Carnot-Mines, est partenaire de 6 d'entre elles, et un partenaire particulièrement engagé de la filière CARA qui nous est présentée aujourd'hui. Alors avant de passer la parole à Agnès qui va élaborer sur le sujet, moi je voudrais rajouter un petit point qui est que je suis vraiment spécialement content de cette manifestation aujourd'hui. Parce que quand pour la première fois quelqu'un nous a parlé de faire de la mode et du luxe dans nos laboratoires, on l'a, je pense, tous regardé en disant il est temps qu'elle se repose. Et l'idée a fait son chemin, et aujourd'hui, moi ce qui me frappe, c'est l'appropriation de la filière par les chercheurs et par notre écosystème de recherche. Alors, dans un premier temps, un petit peu aidé via l'Institut Carnot, qui s'est beaucoup aussi engagé en fléchant des fonds de ressourcement vers des actions qui étaient dédiées à la filière Carnot. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de difficulté à réunir un panel de chercheurs très riche et très diversifié, et qui aujourd'hui sont engagés dans des actions qui sont liées à la mode et luxe. Donc ça me fait particulièrement plaisir.
Je n'en étais pas l'artisan, donc c'est un coup de chapeau à ceux qui ont fait ce travail, et qui aujourd'hui je considère être assez largement une réussite. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous accueillir là, au nom des 3 instituts Carnot qui sont partenaires de ce programme CARA, donc les Carnot Mines, dont Yannick a parlé, l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon et l'Institut Carnot MICA, qui sont aussi présents dans la salle académique. Accompagner les entreprises de la mode et du luxe dans leurs projets d'innovation, contribuer à la compétitivité de ces entreprises par rapport de la recherche, c'est la mission qui nous a été donnée par le ministère de l'Industrie au travers du programme des investissements d'avenir. Pour remplir cette mission, nous développons 2 approches. La première, c'est de mettre en visibilité l'offre de recherche des 70 laboratoires du consortium. C'est en partie ce qui est exposé dans la salle qui est à côté, l'espace innovation. Vous pourrez le visiter après cette table ronde. Ça reste ouvert un certain moment, jusqu'à 21h30. Donc je vous invite très chaleureusement à aller à la rencontre des chercheurs qui sont venus vous exposer les preuves de concept, leur expertise ou leur réalisation. Ces résultats illustrent notre capacité de recherche au plus près des préoccupations des entreprises. Ils visent à ce que ces dernières puissent s'approprier les questions ou les concepts et envisager des développements communs pour trouver ensemble des solutions qui sont tolérables. La seconde approche, qui est un peu différente, répond à une demande qui nous est faite régulièrement lors de visites d'entreprise. Surprenez-nous. Dans ce secteur où les moteurs de l'innovation ne sont pas seulement scientifiques, mais peuvent relever d'une créativité, Madame peut le rappeler tout à l'heure, ou du développement du savoir-faire artisanal, nous nous sommes vite rendus compte que nous ne pouvions pas seulement, comme dans les autres secteurs d'application, faire une offre de compétences. Il fallait aller plus loin. C'est pourquoi nous avons créé des ateliers et des workshops IDFI pour Innovative Design for Fashion Industry, avec pour objectif d'inventer une façon d'aborder les questions qui soit différente de ce que vous pouvez imaginer au départ. Nous avons ainsi organisé l'année dernière 4 ateliers regroupant une trentaine de personnes chacun et exploré 4 champs d'innovation. Ainsi, dans chaque atelier, des chercheurs, des représentants d'entreprises, des acteurs de l'écosystème ont exploré des pistes pour répondre à la question « Qu'est-ce que cela veut dire que mener une politique de développement durable, réinventer l'expérience client, faire évoluer un business model, préserver le savoir-faire ?» Aujourd'hui, nous célébrons le résultat de ces ateliers sous la forme d'une étude qui est téléchargeable sur le site internet de CARA et que nous aurons plaisir à vous remettre sous sa forme éditée à la fin de cette table ronde. Votre présence en nombre aujourd'hui montre que grâce à de nouvelles approches collaboratives, le programme CARA réussit son pari d'intensifier les relations entre les acteurs de la mode et du luxe et les acteurs académiques. L'événement aujourd'hui n'est pas isolé. Porte-Invest, c'est une rencontre CARA, donc c'est le premier événement du début d'un cycle de conférences sur des thèmes d'intérêt pour la filière. La première véritable conférence qui suivra ces rencontres se tiendra ici même le 19 septembre et portera sur l'industrie 4.0. Ce sera un format un peu différent en début de matinée. De 9h à 10h, on vous accueillera et les chercheurs de nos instituts feront des exposés sur différents thèmes. Donc le premier, Industrie 4.0. La table ronde qui va suivre accueille des représentants d'entreprises et des chercheurs. Par leurs témoignages, ils apporteront leur regard sur la recherche au service des entreprises de la mode et du luxe. Avant de laisser la place à la table ronde, je voudrais remercier l'ensemble des contributeurs à cette manifestation, les chercheurs qui ont bien voulu exposer leurs travaux, les chercheurs et les représentants d'entreprises qui ont bien voulu participer à la table ronde et saluer mes collègues du programme CARA. Je voudrais aussi saluer Benjamin Cabane et l'équipe du Centre de gestion scientifique qui sont à l'initiative et à la manœuvre des ateliers IDFI.
Merci aussi à Fabrice Jonas qui a bien voulu animer cette table ronde. Et puis enfin, cet événement n'aurait pas été le même sans Annabelle Lasso, qui a apporté une énergie et une implication sans faille pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci Annabelle. Place maintenant à la table ronde, Fabrice. Je vais vous expliquer en mettant avec moi sur la table. On va dire c'est comme ça. Merci. Je suis Fabrice Jonas, je suis consultant en innovation mode et on va parler un petit peu innovation, mode, recherche et comment tout ça peut se lier. Cette table ronde est plutôt fournie. Je crois qu'on a un seul micro, il va falloir être hyper efficace. Tout simplement, je vais vous demander de vous présenter. Frédéric Delegent, en charge de la recherche et innovation en matériaux pour le groupe Richemont, pour des maisons comme Cartier, Van Cleef, chez Gérard Leclerc et d'autres. Bonjour, Hélène Garay, IMT Minales. Je travaille comme enseignant-chercheur sur les propriétés psychosensorielles des matériaux. Bonjour, Clara Hardy, fondatrice de Sericine, donc une entreprise innovante qui a une technologie particulière autour de la soie. Jenny Faucheux, enseignant-chercheur à l'Uni Saint-Étienne. Je pense que dans nos projets à l'Uni Saint-Étienne, on essaie toujours de combiner pratique créative et ingénierie. Donc voilà. Olivier Verriel, dirigeant de la société Choletez de fabrication. Bonjour, Anaïs Camarda, postdoctorante à l'école des mines au Centre de gestion scientifique. Je m'intéresse plus particulièrement aux mécanismes critiques qui permettent aux uns et aux autres de devenir plus créatifs et plus innovants, et quels sont les outils que nous pourrons développer à cette époque. Bonjour, Daniel Carvajal Pérez, ancien doctorant et postdoctorant du CGS ici à Paris-Tech, et actuellement responsable de la gestion des connaissances pour l'énologie des chambres. Si on pouvait avoir un petit peu plus qu'un micro, ça serait plutôt sympa. Merci beaucoup. Il y en a deux, il marche ou pas? Ah, ça a l'air de marcher. Ça marche, parfait. Bon, on va commencer avec toi, Frédéric. C'est quoi les freins en entreprise par rapport à l'innovation? Les freins, souvent il y a un frein du nombre d'idées qu'on doit avoir, évidemment. Quand on a trop d'idées, c'est ça? En général, on n'en a pas assez. C'est vrai qu'il faut souvent en avoir beaucoup pour qu'il y en ait quelques-unes qui arrivent à franchir toutes les barrières du développement, et notamment dans les grands groupes. Il y a quand même pas mal de phasage et ainsi de suite à passer. Ensuite, il y a cette transmission de l'idée qu'on va amener en production. En production, ce qu'on demande à des gens en production, c'est de faire toujours la même chose, et de le faire très bien avec un niveau d'excellence vraiment très élevé. Mais là, on va leur demander de faire autre chose. Donc évidemment, ils ne sont pas forcément plus habitués à changer ces modes. Puis en amont, il y a tout le top management qui est maintenant vraiment, en termes d'innovation, je dirais qu'on vit une période, un âge d'or de l'innovation, je pense, dans le domaine du luxe et du prêt-à-porter, où les grands groupes ont les moyens, il y a un tissu de PME qui est important, et les labos de recherche, notamment les mines. Et Cara, maintenant, quand on parle de R&D avec des instituts de recherche, les gens nous regardent pas avec des grands yeux, effectivement. Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples un petit peu concrets de ce que vous faites en termes de recherche? C'est pas une question piège. Hein. Non, alors nous on travaille essentiellement sur les métaux précieux, donc les alliages d'or, 18 carats, de platine, et sur les métaux moins précieux, acier, tous les matériaux qu'on va pouvoir rencontrer, notamment dans le domaine de l'horlogerie. Mais effectivement, en ce moment, un des gros actes de recherche, c'est notamment la fabrication additive, qui est vraiment un domaine dans lequel le domaine du luxe a beaucoup de choses à prendre de cette technologie, je pense, qui peut améliorer les temps de développement, amener des nouveaux matériaux, des nouvelles façons de penser la conception des pièces. C'est vraiment le domaine qui bouge beaucoup à l'heure actuelle. Super, on va passer à Hélène. Hélène, comment vous travaillez avec l'industrie? Ça se passe comment? Ça se passe de manière assez simple, finalement. D'accord, racontez-nous alors.
On a plusieurs façons de travailler avec les industries. Soit on prépare un projet de manière, on va dire, directe, c'est-à-dire qu'on travaille simplement avec l'entreprise qui a un problème auquel on peut répondre. Donc ça se fait de manière assez simple. L'entreprise identifie nos compétences et nous contacte en général, par exemple à la suite de rencontres comme aujourd'hui. On discute avec les personnes qui nous posent la question, on essaye de cadrer le projet, de définir ensemble ce qu'on va y faire, on signe une convention et on fait le travail. Ça c'est une des manières, donc c'est une manière qu'on peut qualifier d'historique, c'est quelque chose qui s'est fait depuis peut-être le début de la recherche partenariale. Et maintenant on voit depuis plusieurs années, il y a une nouvelle façon de travailler par des réponses aux appels à projets qui passent par différents canaux qui financent ces projets de recherche. Là, c'est un petit peu différent. En général, le consortium est un petit peu plus large qu'un laboratoire avec une entreprise. Et ça répond peut-être aussi un petit peu à d'autres types de questions, quelque chose qui sera un petit peu plus général. Et dans ces cas-là, donc, c'est une réponse à un appel à projet qui se fait à des moments précis. Il faut cadrer, bien sûr, à l'appel à projet. Il y a un peu plus de contraintes. Mais en échange, on reçoit des financements publics qui peuvent aussi être intéressants et favoriser la recherche et les contacts entre les laboratoires et les entreprises. Pareil que pour Flex, pour avoir un exemple. Oui, on a... dans le domaine, par exemple, un projet qu'on réalise, on travaille par exemple sur des appels à projets avec l'ADEME, par exemple au laboratoire, où on va regarder la durabilité des matériaux. Donc ça c'est dans le cadre d'appels à projets, donc on forme un consortium, on travaille donc, par exemple en ce moment sur le vieillissement des sols polymères. Alors ça a un aspect esthétique mais aussi un aspect santé, puisque les sols polymères peuvent émettre des composés organiques volatiles qui vont perturber les environnements intérieurs et l'air intérieur. Donc voilà, c'est un exemple de projet où on travaille avec plusieurs laboratoires, un centre technique pour étudier ce vieillissement de matière plastique. Parfait, merci beaucoup. Clara, est-ce que tu pourrais nous dire comment la recherche t'a aidé en fait au développement de ton entreprise? Comment ça s'est passé? C'est vrai que c'est une longue histoire et qui a commencé par la recherche. Non, si on a énormément de temps, tu peux y aller. C'est 21h30, il paraît. Donc Céricine, ça a commencé par de la recherche, mais pas de la recherche scientifique. En fait, au départ, c'est de la recherche en design. Donc moi, je suis designer de formation. Et en fait, pour faire l'innovation de Céricine, qui est aujourd'hui notre cœur de métier, de fabriquer une soie non tissée, donc directement produite par des vers à soie, donc qui ne font plus de cocon, mais directement des formes en 3D. La recherche, en fait, elle était d'abord une recherche en design, en fait, avec l'idée de trouver des solutions pour pouvoir raccourcir la filière de la soie et faire une soie beaucoup plus locale et plus éco-responsable. Et donc, je suis passée par toute une analyse de la filière, et en fait, au bout d'un moment, l'idée, c'était, la soie, à l'origine, elle est présente dans le ver à soie, avant même d'être sous forme de cocon. Donc, comment, à partir du ver à soie, on peut faire autre chose que le cocon qui fait naturellement. Et là, j'ai dû me tourner vers des scientifiques pour pouvoir approfondir d'un point de vue biologique, et notamment biologie animale, la mise en place de procédés, etc., qui permettent d'aboutir à la création d'un nouveau procédé, d'une nouvelle matière. Mais du coup, le fondement de Céricine et de l'entreprise est né de la recherche et de croisement de plusieurs recherches entre le design et la science. Super. Et ça a pris combien de temps tout ça? Quelques années. Quoi, j'ai commencé donc Céricine il y a 4 ans. L'entreprise existe depuis 4 ans, mais moi ça fait plus de 6 ans que je cherche autour de la soie. Et donc maintenant, le produit existe. Et donc, est-ce qu'il y a de nouveaux développements? J'imagine que vous faites encore de la recherche. Comment ça se passe? Oui, on fait de la recherche en permanence. En fait, notre entreprise repose vraiment sur de l'innovation de A à Z, parce qu'on est en même temps en train de redévelopper une filière qui avait périclité en France, qui est la filière de la soie. Donc pour redévelopper une filière, aujourd'hui une filière agricole, on se tourne vers de l'agronomie. Donc on a une approche qui est scientifique, mais d'un point de vue agricole et agronomique, avec le côté filière de la soie. Et en même temps, on est en train de mettre au point parallèlement une nouvelle matière qu'on dédie au secteur du luxe et spécifiquement au secteur de la décoration et de la cosmétique. Donc on a une matière qui est au point, avec une méthode de production qui est au point,
Mais après, on a des besoins constants de chercher à optimiser les méthodes de production pour pouvoir distribuer cette matière pour le secteur du luxe, en faire des quantités intéressantes, etc. Donc on est en recherche permanente à la fois du côté sourcing et approvisionnement avec les verres à soie et à la fois amélioration en permanence de notre matière. Parfait, on va passer à Jenny. Même question que pour Hélène, comment vous travaillez avec l'industrie, ça se passe comment? Bon, je dirais qu'on fait aussi pareil, hein. On fait tout pareil, mais on a quand même une petite particularité, c'est-à-dire qu'on est à Saint-Étienne, ville du design, et je dirais que dans notre équipe, on mêle design et ingénierie. On a parmi les enseignants-chercheurs des designers, parmi les doctorants aussi des designers, et des profils plus classiques d'ingénierie. Et je pense que là, il faut quand même se rappeler qu'on est enseignants-chercheurs. Donc les structures de recherche, elles sont dans des structures d'enseignement. Et ça, c'est important parce qu'on parle pédagogie. Et la pédagogie, ça fonctionne aussi très bien pour problématiser une question d'une entreprise. Et du coup, moi, je pense que une des facettes qu'on essaie de développer, c'est de bien comprendre le problème de l'entreprise, le construire, le découper en morceaux. Et finalement, comme on ferait dans un cours, quand on veut transmettre, quand on veut comprendre et construire. Et du coup, c'est un peu cette démarche-là qu'on met en place. Donc on exploite beaucoup la force vive de nos étudiants pour construire toujours des projets avec eux aussi et avec les entreprises. Justement, c'est gagnant-gagnant. Justement, par rapport à la filière mode et luxe, c'est quoi les spécificités de cette filière? Comment ça se passe? Les spécificités de cette filière, c'est qu'il y a le lien de confiance à vraiment établir au début d'une relation professionnelle. Et donc ça, je trouve que c'est assez intéressant de le construire dans le cadre de projets étudiants. Et puis il y a aussi cette particularité de faire cohabiter tradition et innovation. Et du coup là aussi, ça nécessite un peu de temps, un peu de connaissances. Et voilà, c'est quand même un peu l'ADN des projets qu'on peut monter dans la filière des luxe, c'est cette importance du savoir-faire, l'importance du savoir-faire à venir faire cohabiter avec l'innovation. Super, merci beaucoup. Olivier, donc tu représentes le côté industriel aujourd'hui. Oui, savoir-faire. On n'a pas fait exprès d'être l'un côté de l'autre, mais c'est vrai que j'ai dit oui, c'est un petit peu, oui. Mais j'ai dit qu'il travaille sur les EPV et la préservation du savoir-faire, et nous sommes entreprise du patrimoine vivant, que nous connaissons bien d'ailleurs. Et donc, effectivement, il y a toute une problématique de préservation de savoir-faire. On est loin de l'innovation, ou peut-être, à travers l'exercice de Cara, on a mis de l'innovation dans la préservation du savoir-faire. Mais c'était un peu toute la grande question de la participation d'une entreprise avec des vieilles machines comme nous qui datent de 1830. Nous luttons d'innovation. Quelle est l'innovation? Qu'est-ce que ça signifie? Alors justement, comment vous innovez maintenant? Comment ça se passe? Alors, juste en contexte, nous sommes une PME. C'est important de comprendre parce qu'un groupe avec des moyens n'innove pas pareil sans une PME comme nous, 50 personnes. Vous êtes 50, c'est ça? Oui, 50 personnes. Nous sommes tresseurs, tisseurs et tricoteurs. Donc on a 2000 machines, beaucoup plus que d'autres personnes. Donc tout à part de machines de tressage, 1830-1900, et toute une partie de tissage tout le monde connaît, tressage un peu moins, et le tricotage, tout le monde voit ce que c'est. Donc on travaille sur des produits étroits. Donc tresseurs, tisseurs et tricoteurs étroits. Concrètement, on va fabriquer à peu près les 2 tiers de nos produits pour la mode, et pas que pour le luxe, mais beaucoup aussi, et pour le technique. Et concrètement, qu'est-ce que c'est? Si vous voyez un sac, vous pouvez avoir des anses de sac. Donc ça peut être fait en tissage. Vous pouvez avoir des lacets sur des chaussures, ça c'est fait en tressage. Pour les vêtements, il y a plein de choses. Vous pouvez avoir des tresses. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de Coco, c'est elle qui a mis en place ce produit qu'il a créé en allant à Saint-Chamond. Voilà pour les produits. Donc on est une entreprise qui s'est développée sur l'innovation, et c'est vrai que la question, je me suis dit, comment est-ce qu'on a vraiment innové? Alors, la première chose, c'est que je voyais 4 choses. Ça va être trop long, j'y vais ou... Ça dépend. Ça dépend. Je voyais 4 choses. La première chose, c'est que les textiliens, les gens de l'industrie textile, ont toujours eu ce défaut d'être apprentis créateurs de machines. On a envie de créer nos propres machines. On va pas les faire créer ailleurs. Alors évidemment, ça peut paraître surprenant,
On a toujours voulu adapter les machines à nos process industriels. Donc c'est une forme d'innovation. Et nous, on innove d'une façon assez spéciale. Je vous ai parlé de ces métiers bois, ils sont en bois, 1830-1900. C'était animé par une roue à eau à l'origine. Maintenant, on a pas mal un moteur qu'on bouge pour près d'une centaine. Et ces métiers bois, on les fait de les remettre en production, mais je me suis dit, mais ce n'est pas une innovation. Ou c'est une innovation. C'est un peu étrange comme procédure. On prend des machines alors qu'il y a des métiers modernes et on les remet en fonctionnement. Et l'idée c'était simple, c'est qu'on s'est aperçu très vite, peut-être votre soie, peut-être des matières qui cassaient sur les métiers rapides mais ne casseraient pas. Et c'est ce qui s'est passé, et ça a été le porteur d'un vrai développement économique pour nous. Parce que on a remis en avant des produits qui étaient faciles, classiques, encore comme tout bête, beaucoup plus jolis, beaucoup plus fins. Mais aussi on a découvert à travers ces métiers bois certains qui faisaient des produits qu'on ne sait plus faire sur les métiers rapides. Il y a une usine, à peu près une fois tous les 3-4 semaines, une personne qui nous a vendu ce métier, qui s'appelle M. Camus, Guy Camus, et Guy est cette semaine à l'usine pour rénover un métier qui s'appelle le Milanais. Alors le Milanais faisait des cravates en 1830. Vous avez peut-être connu ces cravates étroites, un peu en tube, hein, qui étaient toutes droites, qui n'avaient pas ce côté échancré, et qui était en fait une tresse, qui est un tressage, je crois, modifié à 45 degrés, donc un tissage qui croise comme ça, hein, au 90. Donc c'est une certaine souplesse et qui fait des très beaux dessins. Donc voilà, ça c'est le premier point. C'est d'accord. Alors, moi ce que je te propose en fait, pendant un planning hyper serré, c'est pas de parler du tout. C'est que les gens en fait, qui veulent le plan 2, 3 et 4, viennent te voir après la table ronde pour en savoir un petit peu plus, parce que là il va nous rester 10 minutes. Et on va peut-être passer directement à la. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette fameuse étude IDFI? Oui. Alors, l'étude IDFI qui est disponible sur le site de Cara, et je vous invite à aller regarder si vous voulez plus d'informations suite à ma première proposition qui fait beaucoup de suspense. Donc c'est une étude qui est issue de collaboration et d'un travail d'échange entre les acteurs de la mode et du luxe et aussi un certain nombre d'acteurs de la recherche. C'est à la fois des chercheurs qui sont dans les maths appliquées, dans les sciences humaines et sociales, et qui du coup a été coordonné par Benjamin Cabane, que je représente aujourd'hui. Et donc dans cette étude, ce qu'on a proposé, avec tout un certain nombre d'acteurs de la recherche, du coup les doctorants, les post-doctorants du centre de gestion, ce sont d'utiliser des techniques et des théories fondamentales qui ont été développées ici au centre de gestion scientifique pour modéliser le raisonnement de la conception innovante et de les appliquer dans le domaine de la mode et du luxe et de voir dans quelle mesure ces méthodes-là pouvaient être porteuses pour les acteurs de la mode et du luxe. Et donc le but du jeu était parce que ce qui a été montré depuis les années à peu près 90, c'est qu'on peut modéliser de façon assez théorique, mais on peut aussi utiliser cet outil au quotidien avec les industriels pour montrer une sorte de panorama à la fois des connaissances que les uns et les autres ont acquis et qui peuvent être échangées, mais aussi du coup de montrer quelles sont les voies d'exploration et les premières solutions qui sont envisageables pour résoudre un problème. Et on sait que le domaine de la mode et du luxe est aujourd'hui confronté à un certain nombre de problèmes, notamment en termes de développement durable, autour des différents types de business models qu'on peut mettre en place, autour de l'expérience client. Et donc c'est sur ces ateliers-là et ces thématiques-là qu'on a travaillé pour mettre en évidence ce qui est fait aujourd'hui, ce que l'on peut envisager pour demain, mais aussi quelles sont les futures voies qui sont envisageables pour les uns et les autres et qui du coup potentiellement lancent de nouveaux projets de recherche à venir entre la recherche plus ou moins fondamentale et du coup les acteurs de l'industrie. Parfait, merci beaucoup. Daniel, tu es le dernier. Merci. Ce que moi je voudrais savoir, c'est que tu as fait une thèse, et à l'issue de ta thèse, tu as été recruté. Donc en fait, tu as créé ton poste. C'est pas moi qui l'ai créé, mais oui, mon chef l'a créé. Suite à ma thèse, que je pense c'est intéressant un peu de mettre en perspective ce que j'avais fait auparavant. J'ai fait une thèse au CIFRE, ce qui veut dire que j'ai intégré l'entreprise en tant que chef de projet, donc Pérignon, pendant 3 ans. Je suis arrivé en 2015 et comme beaucoup d'autres domaines, comme beaucoup d'autres entreprises dans l'industrie du luxe, on est confronté à la tension entre le patrimoine et l'innovation. C'est-à-dire que
Des fois, on considère que le patrimoine peut nuire à l'innovation parce que ça coince. On ne veut pas détruire des savoir-faire ancestraux. On veut pas. Il y a des connaissances des fois qui nous empêchent à aller rompre ce patrimoine. Et des fois, l'innovation, justement, elle vient, elle casse tout ce qu'on avait fait auparavant et elle nuit au patrimoine. Donc Dom Pérignon était confronté à cette même problématique, en particulier parce que Dom Pérignon est un champagne qui est fait chaque année, normalement. C'est un champagne millésimé, ce qui veut dire que chaque année, les différents concepteurs qui travaillent pour Dom Pérignon doivent réinventer le champagne, ils doivent aussi réinventer les expériences que les consommateurs vivent de la marque. Donc il fallait que ces personnes, encadrées par un créatif, le chef de cave, mais aussi des énologues, des marketeurs, puissent travailler ensemble pour renouveler l'expérience de la marque, proposer des expériences à la fois innovantes, mais porteuses du sens et de la valeur de la marque Dom Pérignon. Donc j'ai commencé à étudier en 2015 un projet qu'ils avaient débuté, qui s'appelait le Décoding Dom Pérignon. Et je me suis aussi intéressé à la tradition écrite en cuisine. Et donc ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'il existe une manière particulière d'organiser la connaissance, d'organiser le patrimoine, qu'on a appelé un patrimoine de création, et qui permet finalement de réconcilier ces deux choses, patrimoine et innovation. Donc on a pu mettre en évidence principalement trois choses. La première, c'est qu'en organisant les connaissances d'une manière particulière, on était capable de gagner en originalité et d'être beaucoup plus efficace au niveau opérationnel. Des fois, on avait des ralentissements parce qu'on ne se comprenait pas très bien, mais la formalisation de cette chose, de ce patrimoine des créations, permettait aux différents acteurs de communiquer plus facilement. On s'est ensuite intéressé à la cuisine et on a pu voir qu'il y avait plusieurs formes de patrimoine des créations, pas qu'une seule. Donc des formes les plus basiques, comme la transmission des recettes, ce qu'on a pu voir dans la cuisine, mais aussi des formes un peu plus compliquées, dans lesquelles on met en évidence aussi quels sont les manques de connaissances, quelles sont les voies d'exploration intéressantes, et quels sont les différents axes de progrès qu'on pourrait continuer à développer. Et donc finalement, la troisième chose, c'est qu'on est revenu chez Dom Pérignon et on s'est dit, bon, comment on le conçoit? Comment on conçoit cette chose, ce patrimoine des créations? Et là, je vais finir avec ça. On a réussi à rendre compte d'un certain nombre de mécanismes, déjà que ça se fait dans l'action. Il faut que les concepteurs expérimentés participent à la conception avec les concepteurs moins expérimentés. Mais ce qui est plus important que ça, c'est qu'il faut formaliser deux choses, être capable de formaliser ce qu'on appelle un langage du connu, qui sert à décrire des objets qui existent déjà, les objets passés de la marque, les symboles de la marque, mais aussi des objets, un langage de l'inconnu. Donc c'est là tout l'intérêt, c'est un langage qui permet d'exprimer justement les trous de connaissances, les vides, les choses qu'on n'a pas encore fait et qui seraient importantes de faire, et les choses qui doivent être exprimées à chaque fois que la marque se manifeste. Et pour donner un peu de concret dans tout ça, chez Dom Pérignon, il y a une notion qui est la notion de paradoxe. Elle est assez intéressante parce que c'est la mise en tension d'éléments de la marque, le chardonnay, le pinot noir, Auvillé, Versailles, l'obscurité et la lumière. Et ce sont des choses que, à chaque fois que la marque fait, soit un champagne, soit une expérience, soit un événement, ces choses-là doivent se manifester d'une manière ou d'une autre. Voilà. Parfait, merci beaucoup. On arrive au terme de cette table ronde. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Merci beaucoup. Maintenant, je vais laisser la parole à Claire Israël du défi, que je tenais à remercier parce qu'elle a permis de financer cette étude et elle va nous en dire un petit peu plus sur le rôle du défi. Merci beaucoup, Claire. Merci Fabrice. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, quelques mots d'introduction. Effectivement, je suis directrice générale du défi, qui est le comité professionnel de développement économique de l'habillement, qui a une mission de service public d'intérêt général pour le développement de l'ensemble de la filière habillement. Nous fonctionnons à partir d'un impôt dans la filière qui est collecté, que nous collectons, et qui sert, j'allais dire, à toutes les actions de développement de cette filière au plan économique. Nous sommes le principal financeur de cette filière. Alors, nous sommes financeurs, mais pas que. Nous essayons, nous nous attachons avec l'équipe à provoquer des idées, à provoquer des rencontres, à être un centre et un réseau.
Donc, les premiers à nous avoir parlé de CARA, et je voudrais les remercier, c'est la Direction Générale des Entreprises, ici représentée par Fabrice Lacueil. Et j'ai pris contact avec Agnès Labudic et Benjamin Cabane pour voir ce qu'il était possible de faire. Et petit à petit, en discutant avec Benjamin Cabane, nous avons avancé pour essayer de définir des workshops. Et nous avons décidé de travailler sur 4 workshops: le développement durable, les savoir-faire, l'expérience client et les business models. Les workshops se sont tenus, vous aurez tout à l'heure la très belle édition. Je voudrais remercier M. Vincent Laflèche qui nous accueille aujourd'hui. Alors pourquoi avons-nous avancé, je veux dire, sur ces sujets-là? D'une part, il faut que je vous confesse une très grande faiblesse ici. Je ne suis pas ingénieur de mine, mais j'ai fait Centrale Paris, donc les sujets d'ingénieur, de recherche me tiennent à cœur. Au début de ma carrière, j'ai travaillé chez Biomerveilleux, j'ai notamment dirigé l'ensemble du développement scientifique et business du groupe au plan mondial. Alors il faut savoir que les mondes encore, il ne faut pas se leurrer, les mondes de la mode et les mondes de la technologie sont encore assez distants, à l'exception des grandes marques de luxe qui, elles, investissent massivement sur ces sujets-là. La mode, c'est 154 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est près d'1 million d'emplois, directs et indirects, et c'est un PIB, alors je vais faire appel aux ingénieurs, qui est supérieur à celui soit du secteur aéronautique, soit du secteur automobile. Donc c'est un vrai poids économique. C'est un secteur qui aujourd'hui affronte une révolution absolument radicale et je suis absolument convaincue que d'ici 5 ans, le paysage aura totalement changé et qu'il est extrêmement important, et notamment dans notre mission, d'aider les PME à prendre ce virage qui est extrêmement complexe. Il est extrêmement complexe parce qu'il doit prendre en compte des changements de business model dont les innovations technologiques sont souvent à l'origine et permettent, mais également une quête de sens. Et donc, véritablement, nous œuvrons au défi depuis 3 ans pour faire prendre conscience aux PME, PMI, TPE, de la mode, de l'urgence, nécessité de l'innovation. Avec cette caractéristique, moi qui suis je veux dire, à la frontière de ces 2 mondes, et qui les aime tous les 2, c'est qu'une simple innovation technologique dans la mode ne suffit pas. Ne suffit pas parce qu'il faut toujours qu'il y ait un côté de séduction, de profondeur, d'émotion. De même, aujourd'hui, la mode ne peut plus vendre des produits. C'est un paradoxe. Et comme je suis, je pense, devant une assemblée où il y a beaucoup de scientifiques et d'ingénieurs, vous comprendrez très vite. Le produit est nécessaire, la création au sens esthétique du terme est nécessaire, mais n'est plus du tout suffisante. Il faut effectivement travailler à ces nouveaux business models, à retransformer complètement l'expérience client, et les technologies aujourd'hui, qu'elles soient digitales ou pas, sont absolument clés. Il y a cette quête de sens aujourd'hui avec cette immense défiance qui traverse nos sociétés et qui veulent une mode durable, d'où le sujet que nous avions choisi sur le développement durable. Et effectivement, depuis très longtemps, mon cœur est attaché au savoir-faire, d'essayer d'aider les entreprises de savoir-faire non seulement à innover, mais aussi à avoir d'autres relations, à proposer d'autres choses. Donc le travail qui a été engagé est extrêmement profond et nous souhaitons continuer à travailler avec les équipes. On a commencé à discuter, on va voir bientôt les mines de Saint-Étienne pour savoir un peu plus ce qui est fait. Parce qu'il va falloir continuer à travailler pour que ces 2 mondes qui s'ignorent, les gens de la mode regardent un peu les ingénieurs comme des gens qui ont peu d'émotion, et les gens et les ingénieurs considèrent en général que la mode est futile. Rien n'est futile dans la mode. C'est un secteur magnifique et je vous invite en tous les cas à vous y intéresser. Nous, on aime vraiment le défi et vous pouvez nous contacter pour essayer de lancer des
idées, tester si vous avez des idées, à essayer d'organiser aussi ces liens avec les entreprises, notamment nous des PME, hein, je veux dire, mais bien sûr, les grands groupes, je veux dire, c'est plus facile pour vous de les contacter pour que cette force extraordinaire, je veux dire, pour la France, c'est vraiment une force inouïe. Il n'y a qu'en France qu'on ne se rend pas compte de la force qu'il y aurait à avoir ce secteur nouveau où la mode et les technologies et les sciences seraient travailler ensemble, échanger, innover ensemble pour de nouveaux business models et de nouvelles entreprises. Nous avons tous ici, je veux dire, un magnifique champ devant nous à développer pour notre pays et qui saura, j'allais dire, enthousiasmer tout le monde. Merci, merci encore.